Bonjour chers philosophants. En ce qui me concerne, je me nomme Leumann Hubmann. Sur cette chaîne, nous découvrirons plein de cours sur les différents termes philosophiques qui vont vous aider à mieux comprendre la philosophie. En vue de bonnes notes, veuillez s'il vous plaît liker et partager en vue d'aider les autres à apprendre et s'améliorer comme vous. Et comme Publius Cyrus disait dans les sentences et maximes au 1er siècle avant Jésus-Christ, donner aux gens de bien, n'est-ce pas en effet soi-même partager avec eux le bienfait? Et comme je vous considère comme des gens de bien, alors je partage avec vous ma connaissance quelconque de la philosophie. Allez, c'est ce que j'avais à dire. On y va pour le premier thème de notre vidéo, notre première vidéo sur cette chaîne. Pour cette première vidéo, nous allons partir sur un plan commandé qui a pour terme la connaissance de l'homme, avec un sujet qui englobe tous les aspects qui peuvent être utilisés pour un sujet du même thème, c'est-à-dire la connaissance de l'homme, un sujet qui part sur la connaissance de l'homme. Voilà. Et ce sujet-là, nous allons partir sur le sujet que signifie cette maxime de la Rochefoucauld. Il est plus aisé de connaître l'homme en général que de connaître l'homme en particulier. Alors, comment allons-nous développer ce sujet-là? C'est ce que vous allez découvrir par la suite de la vidéo. La connaissance de l'homme en général est-elle facile? La connaissance d'un homme en particulier est-elle difficile? Que faut-il pour acquérir la première? Que faut-il pour acquérir la seconde? En quoi ces deux tâches diffèrent-elles? Comment passer de l'une à l'autre? Quel est leur rapport? En 1, nous verrons l'étude de l'homme en général. C'est un travail de synthèse et de logique. Après avoir vu les hommes agir, après les avoir compris, après avoir su quels étaient leurs défauts et quelles étaient leurs qualités, on peut déduire les actes de leur caractère. C'est le travail de la raison. On est aussi aidé dans cette étude par le fait qu'elle est toujours la même à travers les âges et les lieux. Et que les réflexions des autres littérateurs ou philosophes orientent les siennes propres. Ce qui veut dire que lorsque je vois vivre et agir les autres, je peux les apprécier et dresser les aspects de leur personnalité. Et cela est rendu possible, comme je le disais tantôt, par le travail de la raison. Et ce qui nous aide à vraiment étudier l'homme plus facilement, c'est qu'au fil des âges, au fur et à mesure que le monde avance, les hommes sont toujours les mêmes. Et que les réflexions des littérateurs, c'est-à-dire les écrivains, les historiens, etc., et les philosophes aussi, orientent leurs idées dans ce même sens-là. Et c'est ce qu'il faut retenir pour cette première partie. En deuxième partie, nous avons l'étude d'un homme en particulier. En effet, l'attitude est expérimentale. On voit les faits. Il faut en chercher les causes profondes. Alors qu'on se trouve soi-même dans l'homme de tous les temps, on doit se détacher du soi et faire des efforts d'extériorisation pour comprendre son prochain. Cet effort est d'autant plus difficile à faire que l'état d'esprit, l'éducation, les caractères diffèrent du sien. Il est nécessaire d'abord de connaître l'homme en général ou tout au moins de connaître les traits caractéristiques de l'homme, ensuite de savoir remonter des faits à leur cause, afin de posséder au moins empiriquement cette science psychologique qui permet de déduire l'essentiel d'un caractère. En effet, connaître un homme en particulier est faire abstraction des détails et des irrégularités de sa conduite pour ne retenir que ce qu'il est au fond, pour ne plus voir que les lignes directrices. Ce travail présente plusieurs difficultés. L'homme est de nature complexe et le milieu extérieur influe sur ses actes autant que son caractère. Il faudra donc le regarder agir dans des milieux, dans des circonstances
parmi des hommes différents. Par exemple, votre personnalité peut écraser momentanément celle de votre interlocuteur qui sera timide, tacite, réservé avec vous et qui, hors de votre présence, ne se retiendra pas et sera tout autre. Le caractère d'un homme est complexe et de plus susceptible de certains changements partiels ou superficiels qui le masquent. D'autre part, à côté de l'esprit qui raisonne et étudie les comportements d'un semblable, s'introduit le côté affectif et les sentiments que l'on éprouve vis-à-vis d'une personne et ce qu'elle éprouve pour vous peut vous éclairer ou vous masquer son caractère. Pour conclure, entre l'étude de l'homme et l'étude d'un homme, il y a la même différence qu'entre l'étude du général et celle du particulier, qu'entre l'esprit de synthèse et l'attitude expérimentale. Et c'est ainsi que Paul Bourget affirme: un esprit philosophique est celui qui se forme sur les choses des idées d'ensemble, c'est-à-dire des idées qui représentent non plus tel ou tel fait isolé, tel ou tel objet séparé, mais bien des séries entières de faits, des groupes entiers d'objets. À côté de cela, il y a aussi Chateaubriand qui affirme: il y a dans l'homme deux hommes, l'homme de son siècle, l'homme de tous les siècles. Le grand peintre doit surtout s'attacher à la ressemblance de ce dernier. Peut-être aujourd'hui mettons trop de prix à la ressemblance et pour ainsi dire au calque de la physionomie de chaque époque. Lorsqu'on jouait les personnages de Racine avec des perruques à la Louis XIV, les spectateurs n'étaient ni moins ravis ni moins touchés. Pourquoi? Parce qu'on voyait l'homme au lieu des hommes. Et c'est ainsi que prend fin ce coup de philo rapide pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo. N'oubliez donc pas de liker et de partager. J'espère que ce cours vous aura appris quelque chose. Merci de m'avoir prêté cette attention et à la prochaine.